Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Think Éducation et Recherche 2022. L'événement annuel de Newstank et Campus Matin, son site ouvert, continue ce 2 février. On a démarré hier et se prolongera demain, cette fois en présentiel à Sorbonne Université, pour évoquer les programmes pour l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation en vue de l'élection présidentielle et du prochain quinquennat. Je suis Théo Aberbuche, le directeur des rédactions de Newstank et Campus Matin, et nous allons, avec mon collègue Martin Le Sénéchal, animer cette séquence. Bonjour Martin. Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'évoquais, la présidentielle, c'est justement ce qui a conduit le réseau des INSPE, avec qui nous sommes partenaires sur ce webinaire, à produire des propositions pour la formation des enseignants dans le cadre de la campagne présidentielle et législative. Pour vous dresser un peu très rapidement les enjeux, avant de démarrer, nous y reviendrons bien sûr tout au long du webinaire. 3 points qui nous a semblé important de rappeler. Nous observons tout d'abord un contexte de réformes successives de la formation des enseignants depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, avec quasiment une réforme par quinquennat, avec pour symbole les changements de nom de d'IUFM à SP et désormais à INSPE. Deuxième point, il y a des trous dans la raquette dans la formation des enseignants, puisque avec le fonctionnement actuel, seuls 50% des enseignants débutent leur carrière sans avoir été face à des élèves pendant leur formation. Et enfin, on assiste à ce qu'on pourrait qualifier d'une crise de foi du métier, avec notamment un manque d'attractivité aux facteurs multiples, mais qui a entraîné en 10 ans un triplement des démissions des enseignants. Notre webinaire va donc permettre d'évoquer tous ces sujets et les propositions pour y répondre. Plus largement, nous allons réfléchir aux ingrédients pour ceux qui arrivent devant une salle de classe. Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Alain Frugière, directeur de l'INSPE de l'Académie de Paris et président du réseau des INSPE. Bonjour Alain. Bonjour. Également avec nous Guillaume Gelé, président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et vice-président de France Université. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avec nous Olivier Molini, vous êtes professeur ordinaire en analyse du métier d'enseignant à l'Université de Genève et vous avez notamment contribué au rapport du CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, sur la formation continue des enseignants. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Isabelle Barthes, bonjour. Vous êtes professeure des universités en sciences de gestion à l'Université de Strasbourg et vous intervenez notamment auprès du rectorat de l'Académie de Grenoble et comme experte à l'IH2EF, mais nous y reviendrons. Bonjour. Bonjour. Encore merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne maintenant vers notre public qui arrive au fur et à mesure. Bienvenue. On vous invite, vous aussi, à vous présenter dans l'onglet questions pour nous dire d'où vous nous écoutez, vos fonctions, et puis voilà, vous faire un petit coucou. Et puis, vous pouvez également, dans ce même onglet questions, bien sûr, comme son nom l'indique, poser vos questions que nous essaierons de relayer tout au long du débat. Et vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Enfin, pour les plus connectés d'entre nous, vous pouvez tweeter sur l'événement et notamment ce webinaire via le hashtag ThinkEdu2022. J'en ai déjà assez dit. Laissons place aux discussions. Théo, je te laisse débuter. Merci beaucoup Martin. Bonjour à tous, rebonjour à tous. On va profiter de la présence avec nous de deux experts, de deux universitaires avec des facettes différentes, à savoir Olivier Molini et Isabelle Barthes, pour essayer de réfléchir un petit peu déjà aux grands enjeux. Et une fois n'est pas coutume, nous allons faire un détour par l'international, l'Europe au moins déjà, Olivier Molini, pour que vous nous aidiez à finalement avoir un petit retour sur nous-mêmes, à savoir comment la France se situe, quelles sont nos spécificités dans la formation de nos enseignants et sur cette question de la professionnalisation qui est notre fil rouge ce matin. Olivier Molini, on vous laisse un peu nous cadrer les enjeux, s'il vous plaît. Merci. Bon alors, excusez-moi, mais je sors non pas du Covid, mais d'un rhume. Ah, ça arrive encore. Ça arrive encore, exactement. Le deuxième risque que je vais prendre, c'est effectivement d'essayer de pointer 2-3 singularités françaises à partir de Genève, qui est à l'étranger, mais quand même pas très loin de la République. Et donc, vous dire à vous ce qui distingue la France du reste de l'Europe, c'est quand même un petit peu casse-figure, puisque certainement que vous en avez une idée. Alors maintenant, ceci étant dit, il est vrai que la conception de la formation des enseignants, ça n'échappera à personne, elle est adossée à une certaine conception de l'enseignement public
qui elle-même est adossée à un certain contexte culturel et politique. Et c'est particulièrement vrai dans les pays qui couplent du point de vue théorique ou même idéologique le renseignement public avec l'existence de la nation, ce qui est particulièrement le cas dans un pays comme la France. Et donc, je pense que c'est un des traits caractéristiques qui peut nous occuper à propos du débat de ce jour. C'est d'ailleurs peut-être pas par hasard qu'on discute de formation des enseignants en plein dans une campagne présidentielle. C'est pas sûr que dans tous les pays on fasse ça. Parce que le couplage, disons, entre les enjeux de politique globale et la formation des enseignants sont pas aussi évidents. Donc, les singularités françaises, je pense que si on prend appui sur l'état de la recherche et puis qu'on compare la situation française aux autres pays d'Europe, mais aussi du monde, hein, je dirais que politiquement, c'est une préférence pour ce que j'appelle le tranchant des convictions contre le liant des compromis. Alors, la Suisse est presque le contre-exemple de ce point de vue-là, hein, ça me permet de tirer la comparaison. C'est-à-dire que la France est un pays dans lequel on arbitre les différents politiques par un critère qui est celui de la supériorité rhétorique de l'argumentation, ce qui fait que les débats politiques français sont très spectaculaires vus de l'étranger, alors que dans d'autres pays, on fait des choses qui sont, vues de France, bon, je vis dans une famille qui est binationale, hein, donc ça m'aide aussi à faire les comparaisons éventuellement. Vu de France, ce qui se passe dans les débats politiques dans d'autres endroits, ça peut être vu comme très plan-plan et très concordant, alors que dans votre pays, eh bien, les arbitrages se font différemment. Et ça, on peut l'expliquer historiquement, mais donc scolairement, ça a un impact, c'est-à-dire un impact d'idéalisation de ce qu'on peut appeler la hiérarchie académique. La France est un pays qui idéalise énormément la hiérarchie académique. Comme vous le savez, c'est un des seuls pays qui a une académie pour statuer, par exemple, sur le bon usage de la langue. Hein. Et c'est un pays qui se dispute volontiers sur le statut de cette académie elle-même, alors que dans d'autres pays, on est dans une logique plutôt de concordance pragmatique. Alors, bien entendu, c'est des idéotypes, hein, mais je les tire un peu aux extrémités pour situer le débat. Et donc une logique qui est beaucoup plus opératoire, voire pragmatique. Et donc, du coup, la façon de penser l'école et de penser la formation des enseignants s'en ressent. Donc, si je transpose ce que je viens de dire très rapidement ou trop rapidement à la formation des enseignants elle-même, alors ce qu'on peut constater, c'est que en France, on a fréquemment dans le débat un assez grand écart entre d'un côté, les dimensions disciplinaires didactiques, donc académique du métier d'enseignant. Donc un enseignant, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise sa discipline et puis qui la maîtrisant, est capable d'entrer en rupture avec le monde spontané des élèves. Et donc il faut préserver cette distance, cette rupture, parce que c'est ça qui est formateur et qui élève ou qui éduque la jeunesse. Et puis, d'un autre côté, les dimensions qu'on peut appeler plutôt professionnelles pédagogiques, hein, qui sont réputées davantage pragmatiques. Ça, c'est tout le discours qui consiste à dire qu'il faut aller chercher les élèves là où ils sont. Il ne faut pas partir de la position du maître et de la discipline qui tranche avec le monde vécu des élèves. Il faut aller du côté du monde vécu des élèves pour créer du lien, créer du sens, créer de la relation. Et donc, ces deux composantes du métier, elles sont présentes dans tous les pays du monde. Hein. Là, on ne peut pas faire sans. Vous pouvez aller en Corée, en France ou au Cap-Vert, vous aurez chaque fois cette tension entre les deux logiques, mais ce qui distingue les contrées, c'est la manière dont on aborde cette tension. C'est-à-dire soit en la dramatisant dans certains cas, ce qui serait éventuellement le cas dans le contexte français, soit éventuellement en cherchant davantage des combinaisons et donc de la concordance autour de ces combinaisons, ce qui va donc avoir un impact sur à la fois la formation des enseignants et le débat à propos de cette formation. Donc, je ne sais pas si je suis trop long ou si je peux prendre encore une minute. Allez-y, d'autant qu'on a aussi évoqué en préparant finalement la question de est-ce que nos enseignants sont suffisamment formés ou pas, quoi, au-delà de ces débats-là. Voilà. Alors, donc, en fait, si vous voulez, à partir de cette grille de lecture, la proposition des INSPE qui est soumise à notre appréciation, pour moi, elle va clairement dans le sens de ce qu'on appelle la professionnalisation, mais ça veut dire qu'elle essaye de tirer le débat français et les pratiques françaises du côté éventuellement d'un équilibre différent entre la logique académique et la logique davantage pragmatique. Autrement dit, la logique, disons, de la
la gouvernance par le tranchant de la rhétorique versus la concordance des pratiques. Et donc ça, on le voit aujourd'hui en France. Si je fais cette entrée en matière, peut-être qui peut vous sembler un peu abstraite, c'est parce qu'il me semble qu'elle donne tout son sens à des éléments que la recherche montre empiriquement et qui sont d'ailleurs évoqués dans le texte de l'INSPE ou peut-être en filigrane. C'est premièrement le fait que le système scolaire français, vu de l'extérieur, c'est vraiment un système qui fait le grand écart entre une volonté d'unification et donc une idéalisation de l'unification de la nation par l'école et un système scolaire qui est objectivement darwinien, c'est-à-dire qui sélectionne très tôt les élèves et qui est donc réputé très élitiste. Et donc, il y a ce grand écart entre les idéaux et les pratiques qui, peut-être, peut expliquer les autres résultats, c'est-à-dire, par exemple, des élèves qui sont beaucoup plus stressés qu'ailleurs, qui ont beaucoup plus peur d'échouer et d'avoir des mauvaises notes que dans d'autres pays, en particulier les pays qui réussissent le mieux scolairement. Et puis, last but not least, des enseignants qu'on voit très désabusés. Les enquêtes sont quand même plutôt inquiétantes de ce côté-là, en manque de sens, en manque de reconnaissance et de confiance. Alors évidemment, il y a toutes sortes de variables. Je ne veux pas être trop long, je ne peux pas être trop long. Donc, il y a des variables, par exemple, du côté des conditions de travail et du salaire, qui sont en lien, à mon avis, avec tout ce que je viens de dire, mais il faudrait pouvoir le démontrer, hein, et qui pèsent sur la population enseignante. À noter d'ailleurs que la population française en général est apparemment la population la plus déprimée d'Europe, ou pas loin. Hein. Donc, on se trouve face à votre magnifique pays qui est un monstre de paradoxe, puisque vous vivez dans le plus beau pays du monde avec les gens les plus déprimés du monde. C'est un mystère vu de l'extérieur, mais c'est peut-être que ça explique en partie les difficultés qu'on voit en France autour de la formation des enseignants, qui, en plus, dans ce système d'alternance politique, eh bien, c'est une formation qui souffre justement du manque de continuité, éventuellement du manque de pragmatisme du pays. Mais encore une fois, on ne peut pas transformer la France en la Finlande d'un claquement de doigts. Et d'ailleurs, je pense qu'aucun Français n'en a envie. C'est aussi ça qu'il faut dire. On reviendra sur ces pays qui parfois font référence, mais qui peut-être dont les méthodes ne sont pas simples à appliquer dans notre contexte, et c'était important d'avoir ce contexte. Isabelle Barthes, on élargit un peu la focale, ou au contraire on la reprécise, mais en tout cas en faisant un détour par cette question de la professionnalisation et des compétences, mais vue de votre fenêtre d'enseignante-chercheuse en sciences de gestion, et comme le disait Martin, qui intervient aussi auprès de rectorat ou de l'IHE2F, donc vous êtes en contact avec cette population enseignante. Isabelle, quelques éléments de votre côté. Alors, oui, alors je ne suis pas du tout experte du métier d'enseignant, sauf que je l'exerce moi-même depuis maintenant longtemps. Je vais en effet faire le lien avec ce qu'on appelle les sciences de gestion, qui sont en fait les sciences du management. Hein, et le management s'intéresse beaucoup, et c'est un de mes champs de recherche, aux compétences. Aux compétences qui sont les compétences qu'on va qualifier de dures, donc les compétences techniques qui sont l'équivalent des savoirs, hein, ce qu'on a longtemps appelé les savoirs, mais aussi, et c'est ça certainement je dirais, le focus de mon propos, les soft skills, donc les compétences douces, ces compétences relationnelles, comportementales, personnelles, qu'on a appelé longtemps le savoir-être, hein, mais qui, il faut le voir, montent, on l'observe, montent en puissance, sont de plus en plus demandées. Alors j'ai envie de dire dans le monde du travail, mais aussi dans le monde, dans tout collectif. Le lycée est un collectif, l'école primaire est un collectif, le collège est un collectif. Et de ma fenêtre d'experte en management, eh bien, je ne peux que constater le déficit énorme de ces compétences douces quand on explore l'entreprise, quand on explore le monde du travail, hein, plus largement. Et donc, c'est à partir de ce déficit, peut-être que je vais donner 2-3 éléments. Alors, ces compétences douces, elles manquent aux étudiants qui, quand ils arrivent du lycée, moi, je suis effarée, mais depuis des années, à faire le même constat, l'incapacité à se sentir en groupe, l'autonomie vécue comme je dois réussir seule, la difficulté à avoir une bonne estime de soi, la capacité, l'empathie qui n'existe pas. Enfin, toutes ces compétences qu'on attend ensuite dans le monde du travail pour réussir, mais aussi pour être bien, pour travailler bien, qu'on attend encore plus de ceux qui nous managent. Je les constate ensuite dans l'entreprise où ces adultes, s'ils sont passés par certains cursus de l'université,
ont les mêmes handicaps. Certains dispositifs, moi j'ai dirigé des écoles de management, ils travaillent et font un peu ce tunnel de conversion, j'ai envie de dire, mais ça prend plusieurs années et ce n'est pas toujours gagné. Quand on arrive dans l'entreprise après 5 années d'amphi, alors je caricature un peu, mais ça continue à exister, où il n'y a eu aucune, ou même des masters où il n'y a eu aucune préoccupation de ce genre. Et on arrive dans un monde du travail où véritablement on est perdu par rapport à ces notions-là. Et puis, je m'adresse à la population des enseignants qui ont des difficultés par rapport à ça. Alors, je dirais pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont été formés à ces soft skills? Est-ce qu'ils ont compris qu'ils s'adressaient à un collectif qu'ils doivent piloter, manager, hein, et le management ne s'adresse pas qu'à l'entreprise, hein, il s'adresse à tout groupe, et qui n'ont ensuite pas ces compétences pour aller vers une employabilité qui leur permet d'évoluer. Moi, j'interviens plutôt à l'H2EF sur des populations de proviseurs, de directeurs, donc des personnes qui ont toutes ces dimensions qu'elles n'ont pas été même sensibilisées et qui travaillent par rapport à leurs propres, je dirais, compétences propres. Hein. Et puis, est-ce qu'ils savent justement les transmettre aux élèves? Alors, c'est pas du tout la transmission des soft skills, n'est pas du tout de la même nature que la transmission du savoir classique, et ça demande d'autres clés et d'autres façons de faire. Donc voilà, et moi je suis donc une enseignante du supérieur, je souscris au fait que je n'ai jamais été formée, même s'il y a de temps en temps des dispositifs qui peuvent exister, et que tout ça devrait être pris en compte très 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 tôt. Alors vous parliez des pays du Nord, des expériences formidables et qui sont à mon avis tout à fait transférables. On parlera peut-être d'une expérience qu'on avait fait à l'EM Strasbourg à l'époque, mais tout à fait transférable dès la classe maternelle, où tout ça devrait être pris en compte parce que la coopération, le sens du groupe, l'estime de soi, ce n'est pas à 23 ans quand on sort de l'université ou à 18 ans quand on sort du bac ou d'un bac pro qu'on l'a automatiquement. Alors, peut-être justement, fort de ces constats là, et de du diagnostic un peu qui a été posé par vous deux, peut-être Alain Frugière, en ce moment, dans la réforme de la formation initiale des enseignants est pleinement en application depuis la rentrée. Les premiers concours nouvelle version vont arriver dans quelques semaines. Comment on forme les enseignants là en ce moment, avant de revenir sur vos propositions, actuellement, comment sont formés les enseignants aussi fort des constats qui viennent d'être dressés? Oui, merci. Oui, effectivement, si on part des constats, ça me permet de faire peut-être une mise en perspective. Je dirais qu'il montre quand même la continuité des politiques publiques, même si elles peuvent paraître parfois erratiques, j'en conviens. La France est engagée, je dirais, depuis au moins une trentaine d'années, probablement plus, je dirais avec la création des UFM, à professionnaliser le métier d'enseignant, de CPE ou de psychologue de l'éducation nationale. Alors, ça veut dire quoi professionnaliser? Mais ça a déjà été dit par les collègues, je ne vais pas y revenir, mais en fait, enseigner, c'est un primaire comme dans le secondaire, c'est un métier, c'est un vrai métier. Un métier comme d'autres, hein. On pourrait citer les médecins, on pourrait citer les dentistes, on pourrait citer les juges, qui nécessitent des compétences particulières qui s'acquièrent dans le cadre d'une formation. Alors, avoir des enseignants, des CPE formés, ça veut dire, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, ça veut dire faire accéder les élèves à la maîtrise des savoirs, c'est évident, mais aussi à la prise de confiance en eux-mêmes, développer leurs facultés physiques, intellectuelles, créatrices. C'est un peu notre idéal éducatif. Hein. Nous avons cette obligation d'être bienveillants avec tous les élèves qui ont toutes et tous la faculté d'apprendre, de progresser. On nie pas, bien sûr, les différences individuelles, ni les logiques sociales, bien évidemment. Mais je crois que nous avons tous la volonté commune, une volonté, je dirais, d'assurer la réussite de tous les élèves. Je ne vois pas une image qui n'est pas de moi, bien sûr. Une utopie, ça serait d'édifier une école qui serait élitaire pour tous. Alors, pour répondre plus précisément à ce qui se passe actuellement, la formation actuelle, le cœur de cette formation des enseignants de CPE s'effectue dans un master, le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, le master MEF, qui est porté par les 32 INSPE de France, hein, métropolitaines et des Outre-mer. Donc, les INSPE sont des composantes pleines et entières d'une université donnée. Je dirais qu'ils sont plus quand même que cela, puisque ce sont des instituts qui travaillent en étroite relation avec les UFR de tous les établissements d'enseignement supérieur d'une académie donnée, qui sont impliqués dans la formation des enseignants, des
CPE, mais aussi, bien évidemment, avec les rectorats, qui sont le débouché naturel de nos étudiants, qui fournissent les de stage et qui participent à la formation. Donc, les ISP ont cette mission principale qui est inscrite dans la loi, c'est d'assurer la formation initiale des enseignants de CPE, des psychologues. Alors, la formation actuelle, elle résulte de la réforme qui découle de la loi pour une école de la confiance de 2019. Elle est organisée sur les 2 années de ce Master MEF dont je parlais. Elle permet la construction progressive des différentes compétences professionnelles. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais bien évidemment, les compétences disciplinaires, la maîtrise de la ou des disciplines enseignées est la première des compétences professionnelles, mais cette maîtrise-là n'est pas suffisante, c'est l'évidence. Il y a les compétences didactiques, pédagogiques, c'est lié à la connaissance de l'élève, à sa psychologie, à la façon dont les élèves apprennent, à l'environnement, le contexte scolaire, etc. Donc cette formation, notre formation est basée sur l'alternance, parce que l'expérience devant les élèves est un élément central de la formation. Les élèves, les étudiants doivent rédiger un mémoire, un master ancré sur les pratiques professionnelles. Donc pour faire simple, la formation qui est dispensée dans les INSP, elle est à la fois universitaire et professionnalisante. Elle se nourrit de la recherche et de l'éducation, mais aussi disciplinaire, et favorise le dialogue entre la recherche et l'expérience. En synthétisé, à côté de la formation professionnelle concrète, elle doit permettre aux étudiants d'acquérir les gestes professionnels de son propre métier qu'ils ont choisi. Et bien souvent, nos étudiants sont adeptes de solutions, on va dire, clés en main, ce qui est normal, ce qui est naturel, et nous devons apporter les réponses concrètes aux questions qui se posent. Mais ça ne peut pas être suffisant. On a un volume horaire contraint, forcément, un master, et il serait illusoire de vouloir traiter l'ensemble des sujets et répondre à toutes les questions, à tous les problèmes. Donc, à côté de la formation concrète, qui va répondre aux besoins immédiats, la formation en ISP permet surtout, je dirais encore et surtout, aux étudiants d'apprendre à questionner leurs pratiques et à rechercher, à construire des solutions propres aux situations qu'ils rencontrent lors de leur stage ou qu'ils vont rencontrer, bien évidemment, tout au long de leur carrière. Alors, je vais vite m'arrêter pour cette première partie, simplement dire que, juste un mot, un chiffre, un seul chiffre. Le Master MEF en France, l'année dernière, c'était 61 700 étudiants. C'est-à-dire un des plus gros masters, enfin, Guillaume pourra me contredire peut-être ou confirmer, mais je crois que c'est un des plus gros masters, en tout cas quantitativement en France. Donc voilà, donc, Martin l'a dit, avoir des étudiants bien formés, bien évidemment, c'est notre objectif, mais pour que cette formation soit utile à tous les élèves, à la réussite de tous les élèves, il faut que les enseignants bien formés dans les ISP soient lauréats de concours. Ça, on va en parler tout à l'heure, c'est la deuxième balance. Et juste, c'est mon dernier mot. Déjà, les étudiants inscrits dans les ISP constituent la majorité des admis au concours externe de la école, comme du CAPES et encore plus du CAPES. Et je remercie d'ailleurs à l'occasion tous les collègues qui sont impliqués pour la réussite des élèves, à la fois au concours et au métier. Peut-être assez brièvement, juste évoquer les 3 propositions que vous avez faites pour la présidentielle qui vont dans le sens d'une plus grande professionnalisation avec une progressivité, si j'ai bien retenu, Alain. Je vais être très bref. Donc, les 3 propositions s'inscrivent, on l'a dit tout à l'heure, dans un processus d'amélioration du modèle de formation actuellement en place. On ne propose pas une énième réforme. On est plutôt pour le changement dans la continuité. On l'a dit, il y a enseigner, éduquer, c'est une vocation, bien évidemment, mais c'est avant tout un métier. On ne synthétise pas professeur ou CPE. Et ce métier s'apprend à l'université, progressivement et dans la durée. Le cursus de formation initiale, pour nous, doit être pensé globalement. On doit s'initier en licence, un premier contact avec le métier, se spécifier dans un master dédié et se poursuivre après l'obtention du concours. Bien évidemment, l'obtention du concours n'est pas une fin, c'est un début. Et les enseignants, eux, doivent continuer à se former dans les 2-3 premières années après la réussite du concours et tout au long de leur carrière. Alors, les constats, je ne reviens pas parce que Martin, vous l'avez dit au début, la moitié quand même des enseignants du CPE qui débutent leur carrière n'ont jamais vu un élève pendant la formation. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, qui guide notre réflexion. Et puis, les démissions qui augmentent, bien sûr, le symétrie factorielle, ça a été dit par les collègues, le salaire joue un rôle dans la formation. Alors, nos propositions, brièvement, on en a 3. L'idée de rendre, dans un processus, rendre en quelque sorte incontournable un diplôme d'enseignement pour enseigner ou d'éducation pour être CPE. Si je prends une image, est-ce que je crois qu'on accepterait, nous, vous, d'être opéré par un médecin qui a réussi tous ses examens théoriques brillamment, sur l'anatomie humaine, mais qui n'a jamais été formé ici en bloc opératoire. Qui, le jour où il va le matin avant l'anesthésie, il nous dit j'ai eu mon concours
avec une extraordinaire moyenne, mais je n'ai jamais pratiqué un acte chirurgical de ma vie. Ça peut être un peu inquiétant. Je crois que c'est la même chose pour l'enseignement. Donc, notre proposition, c'est pour enseigner, il faut être formé. Et donc, le Master MEF doit rester la voie privilégiée. On peut discuter des modalités. La deuxième proposition, c'est créer un nouveau label qui s'appelait Enseigner et éduquer en licence. Pourquoi? Parce qu'actuellement, un étudiant qui est en terminale, qui veut devenir enseignant, il a beaucoup de mal à savoir ce qu'il doit faire pour devenir enseignant. Il y a une florilège, il y a un foisonnement de licences, des professionnalisations, il y a des dispositifs qui ont été mis en place récemment par le ministère pour le premier degré, et tout ça est très peu lisible. Donc notre souhait, ça serait d'avoir une sorte de label que l'université pourrait demander, qui serait bien sûr accordé par le ministère dans le cadre de l'habilitation à des licences universitaires. Voilà. Je pourrais détailler peut-être tout à l'heure, mais un label qui permettrait de l'homogénéité, de la clarté dans le processus. Et le dernier point, c'est véritablement d'augmenter le temps de formation sur le terrain, parce que l'alternance est vraiment une des clés pour nous. Je parlais des médecins, mais c'est le même modèle. C'est-à-dire l'idée d'avoir une entrée progressive dans le métier sur plusieurs années, avec des allers-retours entre la pratique et la théorie. Tous les étudiants doivent pouvoir bénéficier effectivement de stages en France, à l'étranger. On fait des propositions, 25 semaines de stage, 7 semaines en licence, 18 en master, mais je crois que c'est vraiment important. Ces périodes de stage, elles doivent ça c'est le dernier point, mais j'insiste plus longuement, les étudiants doivent être des stagiaires en formation, il n'y a pas des voies d'enseignement sous plafond d'emploi. Ils ont besoin d'être formés. Ça, je crois, un point essentiel si on veut la réussite du système. Et les périodes de stage doivent être véritablement professionnalisantes et au service du développement de compétences professionnelles. Voilà quelques mots, mais jamais si vous le souhaitez. Merci Alain, on voit bien ce souhait de professionnalisation renforcée. Alors ces propositions, elles sont toujours aussi discutées avec France Université, puisque vous l'avez bien rappelé, ce sont des instituts universitaires qui sont dans l'écosystème et composantes des universités. Guillaume Gelé, on voit que cette professionnalisation, elle pourrait presque parfois paraître paradoxale, ou en tout cas contradictoire avec l'adossement à la recherche, qui est souvent aussi valorisé par les INSPE. Comment vous voyez ces propositions et comment inscrire aussi la formation des enseignants dans cet écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche des universités? Alors, donc peut-être effectivement revenir sur ce qui a été dit notamment par Alain Frugère et qui me paraît important. Donc, il a parlé de master, le master qui accueille d'ailleurs le plus d'étudiants dans nos universités. Ce sont les données qu'on a aussi. Comme tous les masters, donc les masters sont des formations exigeantes sur le plan disciplinaire, articulées avec la recherche et professionnalisantes. Et donc les masters MEF n'échappent pas du tout à cette règle de la professionnalisation et donc de la mise en situation des étudiants qui le suivent. Et ce côté est extrêmement important. Donc pour un enseignant, une mise en situation, c'est se confronter à des élèves. Donc voilà, ça c'est le côté professionnalisant. Et puis l'adossement à la recherche, qui pour les INSPE joue peut-être un rôle particulier parce que la recherche est aussi professionnalisante dans un certain nombre de métiers, je dirais même en général, mais je pense que dans les métiers de l'éducation, c'est essentiel. Donc la recherche, c'est aussi un acte professionnalisant. C'est elle qui permet d'acquérir des compétences essentielles au métier d'enseignant. Donc rechercher de l'information, la hiérarchiser, argumenter, illustrer, avoir un regard critique, regarder comment évoluent donc les concepts que l'on enseigne. Donc la recherche pour les masters MEF et pour les futurs enseignants, donc elle constitue aussi ce socle extrêmement important. Donc on ne peut pas opposer professionnalisation dans les métiers de l'éducation à recherche. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et je crois que cette démarche, elle est essentielle dans la formation initiale des futurs enseignants, mais elle est aussi essentielle dans la formation continue, formation tout au long de la vie, qu'ils vont avoir à suivre pour toujours actualiser les savoirs et toujours actualiser aussi la façon donc, de les transmettre à leurs élèves. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'opposition entre ces deux choses. Et au niveau de France Université, donc notre souci vraiment, c'est de regarder comment dans une même formation, on est en capacité d'articuler tout ça, parce que effectivement, les Master MEF sont une formation du coup un petit peu particulière, puisque
elles doivent répondre à l'ensemble du cahier des charges des masters, mais elles doivent aussi préparer nos étudiants donc, à passer le concours et à l'obtenir. Et donc, on voit que là, effectivement, le regard qu'on doit porter, c'est sur la capacité, on va dire, donc, de bien articuler ce concours, les exigences qu'on estime qu'il doit rassembler, avec la capacité que l'on a dans nos universités à conduire les étudiants à être lauréats de ces concours. Mais le point qu'il faut noter concernant notamment l'articulation à la recherche, c'est que la recherche qui est enseignée donc, en master, par le mémoire, par le travail donc, que l'on fait notamment dans ce cadre-là, n'est que le début. L'enseignant doit poursuivre cette démarche tout au long de sa carrière. C'est essentiel à son métier, c'est un des éléments de ses compétences professionnelles. Et donc, il faut maintenant, voilà, également les accompagner dans toute cette démarche. Et c'est pour cela qu'à France Université et au réseau des IFE, d'ailleurs, nous sommes extrêmement attentifs à l'étape d'après, qui est cette formation tout au long de la vie. Alors, ça sera, on va évoquer dans la suite de cette conférence les concours que Guillaume Gelé vient de mentionner, et puis cette question de formation tout au long de la vie. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce qui remonte du chat, et puis sur peut-être le regard d'Olivier Molinier et d'Isabelle Barthes sur ce qui vient d'être dit également. Plusieurs remarques et réactions sur la place à donner aux soft skills, justement, à la fois sur le temps disponible pour le faire en réalité, et puis peut-être sur la manière de procéder. Je tire un petit peu le lien, mais il y a aussi une remarque sur des partenariats avec des laboratoires d'expérimentation pédagogique, donc finalement une ouverture un petit peu sur d'autres dispositifs. Peut-être un mot là-dessus, Isabelle, sur ce qui serait souhaitable, et puis ensuite Olivier et Alain Frugère sur ce qui existe ou ce qui se fait ailleurs. Alors, moi, je vais vous donner une petite anecdote d'un débat avec des profs de classe préparatoire. Bon, c'est un peu particulier, vous allez me dire, mais je pense que j'aurais pu avoir le même avec des profs de lycée, où je parlais de l'inadaptation des étudiants, l'incapacité des étudiants arrivant dans les écoles de l'oral. Incompétent pour moi à l'oral. Et quand je pensais oral, c'est la capacité à avoir un discours devant un groupe, c'est la capacité à faire un exposé, c'est la capacité aussi à débattre. Et en fait, il me disait, on les forme à l'oral, on les forme à l'oral. Ben oui, il est formé au col. Voilà. Et c'est ce genre pour moi, de décalage que j'observe tout le temps, et dont ont conscience beaucoup d'enseignants. Et on parlait, alors je dirais, pour moi, il y a par exemple une piste, c'est sortir du colloque singulier entre l'enseignant et sa salle de classe, s'ouvrir aux parties prenantes. Le monde a changé, les parents d'élèves sont présents, les entreprises, le monde du travail est présent. Et on a l'impression que la salle de classe, alors après, il y a des visions du monde, mais reste cantonnée à ce colloque singulier entre l'enseignant et ses étudiants. La deuxième piste sur les soft skills, dont j'ai beaucoup parlé et sur lesquelles je reviens, c'est des choses comme est-ce qu'on apprend dans vos INSPE aux enseignants à se connaître, qui ils sont, quelles sont leurs aspirations. Est-ce qu'en fait on est sur un métier de vocation? C'est dangereux cette idée de vocation. Moi j'aime bien l'idée de métier, de professionnalisation, de faire bien son travail, mais peut-être sans y mettre une passion. J'étais passionnée pour les mathématiques, pour l'histoire. J'en ai vu des étudiants comme ça. J'ai enseigné dans beaucoup de composantes. Mais c'est pas pour autant que je veux faire le métier d'enseignant. Et c'est vrai que se connaître son encre de carrière. Est-ce qu'on travaille l'estime de soi, la confiance en soi? Est-ce qu'on travaille la gestion des conflits? C'est dur d'être devant des jeunes qui viennent sûrement par défaut pour certains. Vous dites, on a envie évidemment, tout le monde a envie que tout le monde réussisse. Mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'on ne se cantonne pas à ceux qui sont présents, proactifs? Est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on a le temps d'aller chercher des élèves qui n'ont pas du tout envie? C'est aussi ça, accepter l'ingratitude d'un métier, en connaître les limites. Et je ne sais pas si tout ça, est-ce qu'on collabore avec les collègues? Alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a plein de choses qui se font, et je ne veux absolument pas pointer du doigt ni mes collègues enseignants, ni toutes ces choses positives qui se font, mais elles ne sont pas suffisamment visibles. Je pense qu'elles ne sont pas suffisamment comprises, ni par la population enseignante, ni par les élèves, les étudiants. Et alors, je peux dire que l'enseignement supérieur n'est pas du tout exempt de toutes ces difficultés où, après un doctorat, où on est
l'expert de son sujet, où on est passionné par son sujet et où on aspire à faire que de la recherche. La pédagogie vient percuter tout ça avec, je dirais, une forme, je répète, d'ingratitude qui fait qu'on se lasse peut-être assez facilement, quand en plus, comme vous dites, les conditions de travail sont difficiles, les salaires problématiques et la reconnaissance, on va dire, plus que faible. Donc, je reviens sur l'idée de l'ouverture aux parties prenantes. Le monde a changé, les parties prenantes sont maintenant partout et de plus en plus nombreuses. Les soft skills sur la capacité à développer ses propres compétences relationnelles. L'idée aussi que c'est un métier pour la vie, ça fait frémir en 2022 d'entendre ça, et qu'il faut donner la possibilité d'aller vers d'autres métiers ou devenir d'autres métiers. Ça, je sais que ça se fait. Enfin, tout ça fait et des élèves qui évidemment ont d'autres attentes. Moi, mes étudiants, si je leur transmets du savoir, de toute façon, ils l'ont vite et mieux sur Facebook ou sur Instagram ou sur je ne sais pas quel site. Et c'est comme ça. C'est bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que là, je ne sais pas si nos enseignants sont préparés à tout ce qui se passe et qui a été accéléré, mais accéléré avec ces 2 ans de pandémie. Merci Isabelle. Olivier Molini, une réaction peut-être là-dessus ou à ce qui s'est dit avant. On retrouve dans le discours d'Isabelle Barthes cette tension entre l'idéalisation, le disciplinaire et puis des choses beaucoup plus concrètes, pragmatiques que vous évoquiez dans d'autres pays. Oui, effectivement. Ce qui me frappe, c'est que il me semble que ce qu'a dit Alain Frugière, c'est de mon point de vue, et ça m'intéresserait de savoir s'il est d'accord, ça fait absolument consensus dans la profession enseignante. Si on regarde la profession enseignante au niveau global, mondial, si on cherche à résumer très rapidement comment les enseignants dans le monde conçoivent leur métier, leur formation, on dira qu'ils considèrent que c'est un métier qui s'apprend dans l'alternance, qui s'apprend tout au long de la vie, et que les objectifs de cet apprentissage doivent être établis dans une forme de compromis, justement, entre, alors d'une part, la profession, qui serait éventuellement la première garante de ce qui doit être appris pour être un bon enseignant, mais des deux côtés de la profession, d'un côté le pouvoir politique, qui bien sûr, partout dans le monde, a son mot à dire sur ce que doit être l'école et la profession d'enseignant dans l'instruction publique en particulier, mais de l'autre côté, le pouvoir scientifique, donc la recherche, qui elle, se veut totalement indépendante du politique, voire éventuellement très critique des décisions qui sont prises par le politique. Et la professionnalisation, finalement, c'est la voie médiane entre un travail qui serait gouverné par les experts et les chercheurs dans une logique technocratique ou un travail qui serait gouverné par le politique dans une logique bureaucratique. La professionnalisation, c'est la voie médiane. Et moi, en bon Suisse, en général, c'est comme ça que je problématise les choses en essayant de chercher les voies médianes. Donc ça, effectivement, ça, je pense que ça fait consensus. Sauf que ça fait consensus partout dans le monde, sauf en France peut-être. C'est-à-dire que je crois, mais alors là c'est aussi une partie du débat, si on a ce débat aujourd'hui, si les INSPE ont voulu prendre la parole en proposant ça d'une certaine manière dans leur résolution, c'est parce que c'est pas évident dans un pays comme la France. Et si on regarde les programmes politiques de certains candidats à la présidentielle, on voit qu'ils peuvent aller très loin dans la radicalité de leurs propositions, avec des paradoxes, par exemple des candidats qui militent pour un savoir académique absolument tranchant pour les élèves, avec des examens plus sévères, plus sélectifs, un retour à une sélectivité dont ils regrettent la disparition. Puis d'un autre côté, une formation des enseignants qui, elle, serait ultra pragmatique, c'est-à-dire retour aux écoles normales et une formation par bonne pratique, grosso modo, ce qui est totalement contraire par rapport à la voie médiane que j'exposais. Et juste un mot à ce propos, pour prolonger ce que dit Madame Barthes, je pense qu'effectivement, il y a un grand écart possible entre hard work d'un côté et soft skills de l'autre. C'est-à-dire une école dans laquelle l'idéologie dominante pourrait être les jours pairs, de dire que pour apprendre, c'est un dur travail et qu'il faut que les élèves se soumettent à l'autorité des maîtres. Et donc là, on ne voit pas de quelles compétences douces auraient besoin les enseignants, puisque l'apprentissage est quelque chose d'astreignant qui est gouverné par quelqu'un qui a d'autant plus d'autorité qu'il interagit de façon d'autant moins proche avec ses élèves, qui restent à distance. Certains proposent de revenir à l'estrade
Donc, on voit le genre de symbole que ça peut impliquer. Et puis, d'un autre côté, donc, les compétences d'enrôlement. Et alors, ce que je dirais, moi, de mon côté, c'est que là, on est typiquement dans ce que j'essayais d'exposer tout à l'heure. C'est-à-dire, si on tire le hard work et les soft skills chacune à une extrémité, alors on se retrouve dans une espèce de tiraillement perpétuel dans lequel chacun des camps peut reprocher à l'autre finalement de mettre l'école en échec. Et ça, c'est typiquement ce qui va démoraliser toute la profession. Parce que tout le monde, finalement, se reproche de ne pas faire les choses comme il le faudrait. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est là où les enseignants vont mieux, là où l'école va bien, c'est les endroits où cette opposition elle est traitée différemment et davantage dans des catégories professionnelles. Et donc, ce qui se rapproche, par exemple, de la logique de la rupture et du dur travail, c'est le guidage didactique, hein, dans le langage professionnel, c'est-à-dire que l'enseignant il a un rôle de guidage. Et il n'est pas là uniquement pour écouter les élèves, il n'est pas là uniquement pour être bienveillant, il est aussi là éventuellement pour avoir des attentes, des exigences, des impératifs. Mais d'un autre côté, ce qui complète ça, c'est ce qu'on peut appeler le détour pédagogique. Et je pense que c'est là que je ferai la jonction avec ce que dit Madame Barthes. Hein. Le détour pédagogique, c'est tous les moments, mais ça, on sait le faire professionnellement. Hein. Il faut juste s'en convaincre, parce qu'on sait le faire professionnellement. C'est par exemple la pédagogie de projet, dans laquelle les enseignants vont engager les élèves dans des activités qui vont faire que dans la classe, on va débattre, on va s'écouter, on va travailler ensemble, on va coopérer. Mais voilà, on ne le fait pas indépendamment des objectifs du programme, indépendamment des objets didactiques. Et donc, la professionnalisation, pour moi, c'est ça. C'est une formation qui arrive à lier pédagogie et didactique. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, qui est dans l'arrière-fond de ce que disait M. Frugière tout à l'heure. Hein, et donc, qui le fait d'une façon qui est suffisamment bien nouée, suffisamment solide pour que les enseignants, la profession enseignante, puisse résister à tout ce qui pourrait la tirer dans les deux fossés symétriques, qui serait d'un côté une école autoritaire qui éventuellement ne tient pas compte des besoins des élèves, puis d'un autre côté, alors éventuellement une école qui se diluerait dans une espèce qui fait peur à beaucoup de monde, hein, dans une espèce de dictature ou de tyrannie de l'élève soucieux de s'exprimer sans écouter le maître. Merci Olivier, le débat est lancé là. Alors dans l'ordre, Isabelle et Guillaume, et on revient à vous Alain après. Isabelle. Alors, ça sera très court, mais dans mon propos et dans tout ce que j'ai vu et en manageant moi-même, puisque j'ai été manager à de nombreuses reprises, il n'est pas question d'opposer hard skills et soft skills. Il n'est pas question, alors je comprends le propos et j'apprécie beaucoup le propos de M. Boniti, mais c'est pas un jour pair et des jours impairs. C'est la prise de conscience de compétences. L'autre jour, j'étais avec des étudiants de Sciences Po qui, après 5 années de master, étaient incapables, parce que c'était le moment de faire leur CV, de chercher leur stage de longue durée pour aller dans la vie professionnelle dans 1 an après, enfin 6 mois après, incapables de comprendre les compétences qu'ils avaient acquises à travers les savoirs didactiques très classiques qu'on leur avait posés. Donc, il est hors de question d'opposer hard skills et soft skills. Par exemple, faire travailler en groupe des élèves, mais leur faire prendre conscience qu'en travaillant en groupe, d'abord, ils peuvent travailler mieux en coopérant, en s'appuyant les uns sur les autres, en partageant les connaissances, en créant une intelligence collective. Ça, c'est la première chose, leur apprendre ça, mais aussi apprendre à prendre conscience de ces compétences qu'ils pourront ensuite valoriser. Et c'est ça l'intérêt, c'est ces compétences qui sont peut-être difficilement enseignables, mais qui sont repérables, qui sont peut-être pas certifiables, mais qui sont valorisables, et ces compétences qui peuvent faire progresser tout au long de la vie et qui sont surtout transférables. Je vois, alors je m'écarte du propos, mais je travaille avec un groupe de travail sur les aidants. Les aidants qui ont arrêté toute vie professionnelle vont développer des compétences qui, s'ils en prennent conscience, leur permettront de retrouver ensuite une employabilité. Et ça, il faudrait que les enseignants dans les INSPE, enfin dans leur formation, prennent conscience de leur richesse personnelle et apprennent à justement l'enseigner, l'éduquer, enfin le transmettre à leurs élèves. Mais il est hors de question d'un côté travailler sur un sujet qui serait mou ou doux, et de l'autre côté un sujet qui serait dur. Ça, c'est pour moi inenvisageable. Merci Isabelle. Guillaume, une réaction aussi ? Oui, une petite réaction. Donc, je lisais également le chat et Isabelle vient de
d'introduire un petit peu les étudiants et les élèves, et je trouvais qu'on ne parlait pas beaucoup des élèves jusqu'à maintenant. On parle beaucoup des enseignants, mais les enseignants, ils sont là pour faire réussir les élèves. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Et je pense que ces élèves, ces étudiants ont changé donc récemment. Et la crise a accéléré, en plus, on va dire peut-être leur pratique et leur façon, on va dire, de consommer un certain nombre de choses, à commencer par des savoirs académiques qu'on leur transmet. Et donc, il est vraiment essentiel de s'interroger sur ces pratiques. Et encore une fois, ça, c'est une démarche de recherche, quelles que soient les disciplines donc, que l'on transmet, s'interroger sur ces pratiques, c'est une démarche scientifique. Et donc ça veut dire en fait clairement qu'il faut des aptitudes également pour appréhender donc, les besoins de sa classe, et il faut une démarche donc, de recherche, et puis il faut des outils pour pouvoir répondre à ça. Et donc on voit qu'on a bien tous ces aspects de professionnalisation qui interviennent là-dedans. Donc ça, c'est pour moi, je crois vraiment l'élément essentiel. Je crois qu'on n'avait pas parlé beaucoup, et je vois dans le chat parler donc beaucoup de est-ce qu'après un concours, donc voilà, on est apte à enseigner tout de suite? Est-ce qu'un gros socle disciplinaire est suffisant? C'était une vision, je pense, qu'on pouvait avoir il y a quelques années, mais qui est de moins en moins vraie. Il suffit de regarder à un moment les résultats de la France sur un certain nombre d'enquêtes de performance internationale. Voilà, et on voit bien que derrière, les élèves sont en difficulté. Et donc, c'est ce qui a conduit aussi France Université, avec le réseau des INSPE, à affirmer clairement que cette partie de professionnalisation dans la formation est un élément essentiel. Il faut aussi, derrière, des qualités, je pense, humaines. Ça veut dire qu'il faut des étudiants qui se tournent aussi vers ces métiers, et donc, parce qu'ils ont envie de le faire, qu'ils estiment qu'ils ont les qualités humaines pour le faire. C'est ce que l'on appelle un petit peu la vocation, mais est-ce que cette vocation est encore présente dans les conditions actuelles? Est-ce que nous recrutons, donc par les voies classiques des concours, des étudiants qui correspondent donc un petit peu à toutes ces compétences? C'est encore à vérifier, je pense, mais voilà les éléments qui sont essentiels. Donc moi, je voulais vraiment intervenir sur la réussite des élèves, c'est ce qui doit nous motiver quand on est enseignant, quel que soit le niveau d'enseignement. Et j'ai vu passer dans le chat, pourquoi on ne forme pas les enseignants du supérieur? Tout simplement parce que les enseignants du supérieur donc, sont recrutés sur de fortes compétences disciplinaires et sur un postulat qui était celui donc d'étudiants qui pouvaient s'adapter au type d'enseignement parce qu'on était dans les études supérieures. Là, il se trouve que c'est de moins en moins vrai, notamment en premier cycle. Et que maintenant, depuis quelques années, on commence à former les étudiants. Tous les maîtres de conférences qu'on recrute ont une formation. Et on a de plus en plus de services universitaires de pédagogie dans nos établissements pour aussi apporter des solutions donc, à nos enseignants, chercheurs et à nos enseignants. Et puis, la transformation pédagogique, notamment par le numérique, est en train de s'opérer. Donc, est en train d'accélérer les choses. D'ailleurs, les INSPE sont fortement impliqués dans nos universités pour pouvoir donc apporter des solutions à l'ensemble des équipes pédagogiques de tous nos UFR. Et donc, je crois que c'est un élément maintenant sur lequel il y a une forme de consensus. On ne pratique pas le métier d'enseignant de la même façon du début de sa carrière à la fin. Il évolue, les profils des élèves évoluent, et donc les enseignants doivent en permanence actualiser et leur savoir et leur méthode pédagogique. Et donc tout ça c'est vraiment, encore une fois, pour revenir donc, à une démarche qui est une démarche de recherche qui est professionnalisante pour le métier d'enseignant. Je ne veux pas être plus long, mais n'oublions pas quand même que la réussite des élèves, donc quel que soit le niveau d'études, c'est le leitmotiv premier donc, de l'enseignant. Plein d'enjeux évoqués qui se cristallisent, on l'a vu au fond dans l'enjeu de réussite, de recrutement et donc de concours de ces enseignants. Ne pas opposer hard skills et soft skills, essayer peut-être même de les concilier. Là, on a vu que les nouveaux concours sont en place. Justement, qu'est-ce qui change peut-être Alain Frugière avec un développement, je crois, des compétences professionnelles. Et aussi, on a évoqué comment valoriser ces compétences. Est-ce que ces concours prennent en compte maintenant cela et comment peut-être aller plus loin vers une reconnaissance de la professionnalisation et des compétences acquises durant cette professionnalisation? Merci, Martin. Oui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, qui a été bien dit. Effectivement,
comme Guillaume le dit, les élèves, c'est vraiment la réussite de tous les élèves, parce que tous les élèves sont capables de réussir. C'est vraiment ce qui nous préoccupe. Je ne vais pas faire le lien, mais bon, un mot quand même pour dire que la formation telle qu'elle est faite, bien évidemment, et c'est lié à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'elle est liée au concours en France. On recrute, c'est le choix qui a été fait par notre pays, de recruter les enseignants, les CPE, par concours académique pour le premier degré, concours national pour le second degré. Donc, c'est ce qui nous guide dans la formation. Bien évidemment, les compétences qui sont travaillées en formation, elles le sont aussi dans la perspective de la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants en concours. Donc, pour nous, il ne suffit pas de bien former les étudiants en différentes facettes du métier, dans les INSPE, tout ce qui a été dit tout à l'heure, bien évidemment, c'est essentiel. Mais il faut encore que ces étudiants bien formés par nos collègues soient recrutés par l'éducation nationale. Sinon, on voit bien le gâchis humain, tout d'abord, pour des jeunes qui se seraient engagés dans une voie longue, je rappelle que c'est Bac+5, et qui n'auraient pas débouché, aussi, d'une certaine forme pour l'État, qui investit des moyens importants, qui pourraient se retrouver gaspillés. Donc, il y a vraiment deux étages à la professionnalisation. Il y a la formation, mais il y a aussi le concours, parce que si les deux ne sont pas liés, si les épreuves du concours n'évaluent pas l'ensemble des compétences métiers, des compétences professionnelles, on les appelle comme on veut, dans ce cas-là, le système ne pourra pas fonctionner. Et il y a un lien, bien évidemment, avec les propositions que nous formulons, et qui sont des propositions aussi communes avec France Université, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le gouvernement a fait un choix. Il a fait le choix de mettre le concours de recrutement des enseignants des CPE en fin de M2. Donc, ça veut dire que s'il y a une cohérence, c'est qu'il doit évaluer l'ensemble des compétences. D'abord, aujourd'hui, on le sait, avec l'ancien concours, des étudiants qui réussissent le concours, qui ont donc un bon niveau, souvent disciplinaire, et qui, l'année d'après, ne sont pas titularisés. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent les éléments, mais disciplinaires, quelques éléments didactiques, bien évidemment, parce que c'est un peu évalué, il ne faut pas nier dans certains concours, mais ils éprouvent des difficultés dans la gestion de classe, souvent. Un des candidats, c'est presque anecdotique, mais ça existe, qui réussit le concours, nommé fonctionnaire stagiaire licencié, issu de leur année de stage. Ils représentent le concours, ils sont nouveaux licenciés l'année suivante, et on a quelques exemples marginaux mais réels, jusqu'à 5-6 fois où ils sont dans ce cycle-là. Alors, les nouveaux concours, ils vont être mis en place en 2022, la première année. Ils présentent une évolution significative, au moins sur le papier. On attend toujours la transformation de l'essai. On aura la réalité des choses dans quelques semaines, quand il y aura les épreuves écrites et orales qui se seront passées. Donc, l'idée fait d'une évaluation de manière plus équilibrée des différentes compétences professionnelles. Dès les épreuves écrites, c'est un peu une nouveauté. C'est-à-dire que bien sûr, il y a un écrit disciplinaire qui reste, c'est important, on le sait, mais aussi une épreuve de disciplinaire appliquée, où en gros, les candidats doivent être capables de montrer qu'ils savent utiliser le disciplinaire pour construire une séquence ou une séance d'enseignement pour les élèves. Donc, dès l'écrit, dans la deuxième épreuve écrite, on doit évaluer normalement les compétences scientifiques, mais également didactiques et pédagogiques. L'oral aussi a été modifié. Il y a une leçon qui a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement en lien avec un point du programme de l'école, du collège, du lycée. Alors, il y a une différence. Je vois généralement qu'il y a une différence entre le premier degré, le concours pour les professeurs d'enseignement physique et sportif, mais pour faire simple, je synthétise, il y a une épreuve donc, de leçons où les compétences, là encore, sont également celles qui sont en lien avec le métier. Et puis, il y a une réforme qui a introduit une nouvelle épreuve qui est totalement différente, qui n'existait pas et qui elle est vraiment quelque chose de nouveau, qui est l'entretien avec le jury, qui est commune à tous les concours, qui porte sur la motivation des candidats et de son aptitude à se projeter dans le métier de professeur de CPE, et évidemment au sein de notre service public d'éducation. Les INSPE organisent leur formation, bien sûr, en Master 9 pour assurer, on l'a dit, la préparation au métier. C'est l'évident, parce que, encore une fois, notre obsession, c'est la réussite des élèves. Et les élèves, je pense, ont tous droit, quelle que soit leur origine, à effectivement avoir une fonction de qualité. On sait bien que si l'école ne remplit pas le rôle d'assurer cette formation dans toutes les dimensions, forcément, les inégalités, le déterminisme social est là, et les élèves qui sont des milieux défavorisés n'auront pas accès. C'est compliqué, il n'y a pas une vérité révélée, il n'y a pas une réforme qui peut tout changer, mais il y a quand même des éléments qui peuvent être objectifs. Alors nous savons, je prends un exemple de ce qu'on fait dans les ISP, la nouvelle épreuve d'entretien avec le jury, nous savons, parce que c'est inscrit dans les textes officiels, que tous les candidats seront interrogés sur les valeurs de notre République. Donc, pour préparer ces étudiants, on a mis en place des enseignements théoriques qui permettent de maîtriser les concepts liés aux valeurs de la République,
et à leur transmission, et bien évidemment des modalités d'application concrètes qui incluent des démarches pédagogiques, des études de cas et des analyses de pratique. Donc, il y a dans les INSPE une double objectif qui est préparer au métier pour les élèves et bien sûr préparer au concours parce que, encore une fois, notre objectif est de former des fonctionnaires de l'éducation nationale et pas des vacataires ou des gens qui sont obligés de se réorienter. Olivier Molini, peut-être sur ce point, vous avec votre vision peut-être plus un peu décentrée sur notre système, l'enjeu du recrutement, au fond, il révèle un peu tous les éléments qu'on a dressés jusqu'ici. Comment on recrute peut-être ailleurs dans les autres pays et quelle est votre vision sur cette manière de recruter en France avec ce concours qui se professionnalise quand même de plus en plus? Oui, alors bon, le recrutement, c'est une affaire assez complexe. C'est vrai que tous les pays ont leur manière de faire. L'OCDE, il y a quelque temps, avait proposé de distinguer un modèle de recrutement axé sur la carrière versus un modèle axé sur le poste. Et donc, pour le dire vite, les pays qui, comme la France, procèdent par concours seraient des pays qui axent le recrutement sur la carrière. C'est-à-dire qu'ils conçoivent le métier d'enseignant comme étant au service de la nation, pour le dire vite, hein, et partent du principe que l'enseignant fera carrière dans l'éducation nationale. Et il y a des pays qui réussissent très bien d'ailleurs pédagogiquement, comme les pays d'Extrême-Orient, qui ont ce système de concours. Mais pour ce qui est des pays occidentaux, la plupart des pays pragmatiques dont je parlais tout à l'heure, hein, les pays scandinaves, le Canada, les pays du nord de l'Europe, etc., l'Allemagne, sont des pays qui fonctionnent plutôt sur le mode du poste. Et donc ça nous rapproche du monde du travail ordinaire. Hein. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas l'éducation nationale qui recrute, ça peut être la municipalité, ça peut être l'établissement scolaire, ça peut être une autorité régionale, etc. Et elle le fait d'abord en demandant un titre aux personnes, donc qu'elles ont acquis sans passer par un concours, qu'elles ont acquis à travers une formation initiale, comme on le fait dans tous les métiers, et elles cherchent ensuite un emploi. Et donc, bien sûr, ça découple la formation de l'emploi, et donc ça découple la formation du monde politique. La France, à ma connaissance, c'est aussi le seul pays au monde qui a rédigé son référentiel de compétences des enseignants en commençant par le fait que l'enseignant devait faire partager les valeurs de la République aux élèves et inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif, etc. Donc là, ça subordonne très clairement le métier à sa fonction politique, qui est donc définie politiquement par l'État français. Alors que le mouvement de professionnalisation, dans tous les endroits, disons, où on pense ce mouvement, eh bien, on ne peut penser la professionnalisation des enseignants qu'à partir d'un horizon, je ne dis pas que c'est la situation actuelle, mais à partir d'un horizon qui ferait que si vous êtes formé en Australie ou que vous êtes formé au Canada ou que vous êtes formé aux États-Unis, vous êtes enseignant et vous devriez pouvoir enseigner dans tous ces pays. Je prends volontairement des pays anglophones pour ne pas traiter de la barrière de la langue. Hein. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes enseignant états-unien que vous devez défendre un certain nombre de valeurs des États-Unis qui ferait que vous ne pouvez pas enseigner en Australie. C'est le contraire de la professionnalisation, ça. Les médecins, normalement, vous opèrent du cœur de la même façon à Tokyo qu'à Paris. Et donc, il y a une espèce de contradiction dans les termes qui est l'héritière d'une histoire, c'est-à-dire le principe du concours, eh bien, d'une certaine manière, rompt avec la logique potentiellement avec la logique de professionnalisation, ce qui fait que là, vous êtes dans une situation complexe. Si j'ajoute juste un mot très en lien avec la formation, vous savez sans doute qu'il y a des pratiques de formation qui ont le vent en poupe un peu partout dans le monde, mais aussi en France, hein, qui consistent à ancrer vraiment la formation des enseignants dans le travail ordinaire, dans le travail réel. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire ce qu'on appelle de l'analyse du travail ou de l'analyse de l'activité. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens sont dans des situations de travail, même quand ils sont très débutants, hein, on les met très vite dans des situations de travail, mais protégées, bien sûr. On ne leur donne pas une classe à gérer pendant 3 mois, mais par exemple, on leur donne une leçon à faire, hein, ou on leur donne, dans les petits degrés, on leur donne un livre à lire aux enfants. Voilà. Et on fait l'analyse du travail qui a été fait. Et donc là, on le fait vraiment dans la proximité avec ce que le travailleur essaye de faire. Et excusez-moi si j'ai l'air de provoquer en disant ça,
Mais les spécialistes de cette façon de former les enseignants, partent du principe qu'un enseignant, dans son travail réel, il ne peut pas ne pas se poser la question de quel élève va éventuellement réussir à quel moment. C'est-à-dire faire réussir tous les élèves, c'est quelque chose qui est absolument impossible dans le travail réel. C'est-à-dire dans le travail réel, vous êtes toujours en train de vous demander lequel je vais faire réussir. Vous allez donner la parole à un élève, il y en a un autre qui l'interrompt, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez celui qui a pris la parole en disant à l'autre de se taire, ou bien vous laissez l'autre parler parce que c'est un élève dont vous savez qu'il a besoin de s'exprimer et que si vous le rabrouez tout le temps, eh bien, vous allez le perdre. Ça, c'est les vrais dilemmes du vrai métier d'enseignant. C'est de savoir à quel moment vous faites quoi, avec le risque de perdre quel élève et de gagner quel autre. Et vous êtes sans arrêt dans ces dilemmes. Les enseignants le disent tout le temps. Ils sont par exemple dans le dilemme entre le groupe et les individus. Vous voulez protéger un individu, mais si vous le gardez par exemple dans la classe et qu'il perturbe énormément, à quel moment vous commencez à menacer le groupe? Alors il y a des traditions politiques dans lesquelles on exclut les élèves perturbateurs au nom de la protection du groupe. Et puis il y a d'autres traditions dans lesquelles, et vous serez peut-être surpris que je rappelle qu'en Extrême-Orient ça se passe beaucoup comme ça, dans les petites classes en tout cas, dans lesquelles on intègre les élèves, y compris perturbateurs, parce qu'on veut former les 25 élèves qui sont perturbés par le 26e à se maîtriser eux-mêmes et à intégrer le perturbateur. Et dans les écoles au Japon, c'est exactement ce qu'on fait. On forme les 25 élèves qui sont conformes aux attentes du professeur à se contrôler eux-mêmes pour accepter le 26e. Alors que dans d'autres pays, eh bien, les parents se précipitent à l'école pour dire ce 26e, il faut l'exclure parce qu'il handicape les 25. Vous voyez ? Donc là, je pointe le fait que une formation vraiment professionnalisante, elle doit aller travailler sur les dilemmes que vivent les enseignants dans leur travail concret, ordinaire. Et ça signifie que vous devez être dans une logique d'expérimentation pour former. Et bien sûr, ça peut entrer en conflit frontal avec une logique de concours. Surtout si le concours est basé sur des idéaux qui sont éventuellement des idéaux discutables du point de vue du travail réel. Vous voyez ? Et Olivier, voilà. Merci Olivier. Je voyais Isabelle qui réagissait et donc Isabelle, on passe à vous. J'ai une question ensuite pour Guillaume Gelé qui vient de la salle. D'accord. Alors moi je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit. Moi je voudrais interroger la question de la réussite des élèves. Est-ce qu'on veut leur faire réussir un diplôme, le baccalauréat, je sais pas, ou est-ce qu'on veut les faire réussir pour tout au long de leur vie? Et c'est vraiment, je pense, une question qu'il faut se poser. De la même façon, est-ce que les INSPE préparent au concours ou préparent l'enseignant à son métier et à son second métier, à être capable d'évoluer? Ça, la question de la réussite, si on faisait un sondage auprès des enseignants, j'aimerais savoir ce qu'on met derrière ce mot. Et c'est vrai que la France est le champion de la diplômite. Quand on regarde, moi j'ai beaucoup été à l'international, cette notion de diplôme est très très importante, le fameux bac+5, et c'est la clé pour toute la vie. Non. Et c'est vrai que ça, il faudrait vraiment se poser la question. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir très vite, c'est, il y a eu dans le chat, qu'est-ce qu'un bon prof ? Moi, je crois qu'un bon prof, on retrouve ces compétences douces dont je parlais. C'est quelqu'un, on le sait tous, qui a du charisme, qui a de l'empathie, qui a de la bienveillance, mais aussi de l'exigence, ce qui n'exclut pas sa compétence dure qui se traduit en autorité et non en pouvoir, et qui manifeste de l'enthousiasme, de la joie. On le sait. Mais c'est dangereux aussi de n'avoir que cette idéalisation. Le mot vocation, d'ailleurs, me fait peur. Ce n'est pas un métier sacrificiel d'être enseignant. C'est un très beau métier sur lequel on doit exercer une forme de passion, mais on n'est pas non plus dans le sacrifice de soi. Et ça, je crois qu'il faudrait qu'on sache peut-être revenir à des principes comme ceux qu'on a eus, je paraphrase Winnicott, c'est être un prof suffisamment bon, qui fait bien son job, qui lui-même va progresser tout au long de sa carrière, mais sur lequel il aura été éclairé. Ce sujet, par exemple, de l'exclusion de l'élève d'un groupe, c'est quelque chose qu'on retrouve toute sa vie. On est chef d'équipe, on a des ouvriers qui se comportent mal, on est directeur commercial, on a dans son équipe un commercial qui joue au loup solitaire et pose des problèmes. On est manager, on a quelqu'un qui nous interrompt systématiquement dans une réunion. Voilà. Et c'est ça, je crois, qu'il faudrait qu'on arrive à regarder sur non pas du temps, du petit terme que nous impose, et je fais partie du problème aussi, les formations, mais véritablement avoir des visées sur le long terme.
Voilà. Et pour terminer et je termine vraiment en un mot, quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est des personnes qui ont été professionnels, managers, dirigeants, et qui reviennent après plusieurs années dans le monde, par exemple, de l'entreprise ou du travail, et qui reviennent partager en disant ce métier, je l'exerce, j'ai envie d'exercer ce métier, la transmission, mais avec justement toute cette connaissance qu'ils ont du monde du travail et de ces capacités qu'ils ont pu mettre en œuvre, que je qualifierais de managériales. Merci Isabelle. Oui, j'aimerais bien qu'on dise un mot de ces gens qui, en deuxième partie de carrière, viennent enseigner. Alain, une réaction rapide pour qu'on équilibre bien le temps de parole. Oui, très, très brièvement, parce que bon, tout ce qui a été dit là, ça se fait depuis déjà longtemps dans les INSPE. Nos collègues font, je ne vais pas donner des exemples multiples, mais le travail en équipe, c'est quelque chose on a des modules, on a des projets pour la classe où on fait travailler ensemble des étudiants de niveau on va dire, qui enseignent dans des disciplines différentes, dans des niveaux différents, du premier degré et du second degré. Donc tout ça existe, hein, c'est fait, c'est bien fait par nos collègues qui connaissent parfaitement cela. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inexistant, c'est quelque chose qui existe et depuis des années, hein, pas depuis quelques mois. Donc c'est une réalité concrète au quotidien qui vit dans les INSPE. Donc dans les INSPE, nos collègues formateurs, quand je parle des INSPE, ce n'est pas que les collègues d'une composante universitaire, c'est les collègues des UFR, c'est les collègues du rectorat, c'est l'ensemble des collègues qui connaissent la réalité concrète du métier et qui, je dirais, se dévouent souvent corps et âme, réforme après réforme, pour faire fonctionner, parce qu'ils pensent aux élèves, à leur réussite. Alors oui, moi je pense que le terme de vocation n'est pas incompatible avec le terme de métier, de compétences professionnelles à développer. On a forcément, et c'est heureux, avoir envie, on ne choisit pas, c'est rare qu'on choisisse le métier d'enseignant, de CPE ou de psychologue par hasard, c'est qu'il y a une vraie volonté au départ, mais elle doit être traduite bien évidemment par des compétences professionnelles. Donc nos masters actuellement sont organisés sur les compétences professionnelles, il y a aussi tout un travail, je n'ai pas le temps de tout développer actuellement. Alors, on y a consacré un webinaire entier la dernière fois à l'approche compétences. C'est pour ça que je ne reviens pas là-dessus, mais tout ça est fait. Et puis, bon, un dernier point très, très bref par rapport, effectivement, le savoir, il est, comme dit notre collègue Isabelle, il est un peu partout, mais la difficulté pour un enseignant ou une enseignante, c'est aussi de faire la distinction entre le vrai et du faux. On voit, par exemple, je ne vais pas parler des vaccins aujourd'hui, mais qui est un sujet de préoccupation, il y a un nombre de choses totalement ineptes qui sont propagées sur les réseaux sociaux, y compris dans les médias plus classiques. J'en suis désolé parfois, on laisse parfois porte ouverte à des collègues, y compris parfois qui peuvent être médecins, de dire des choses, des absurdités. Et donc, on a aussi besoin de former nos étudiants. Et c'est fait, hein, c'est fait. Je dis pas, quand je dis on a besoin, c'est ce que nos collègues font hein, dans les INSPE, encore une fois, les INSPE au sens large, à former les étudiants à savoir distinguer une information qui est validée, parce qu'elle est validée par une communauté scientifique, elle est publiée sur le site de l'université de Rennes-Champagne-Ardenne, c'est pas la même chose que dans un blog de quelqu'un qui n'y connaît rien, par le CNRS, par l'INSERM, etc., etc. Donc voilà, je n'ai pas le temps de développer, hein, malheureusement, mais ces choses-là sont faites, et je dirais bien faites par nos collègues. Pour essayer de synthétiser tout ce qui a été dit sous la forme d'une question et que j'ai vu aussi dans le chat, Guillaume Gelé, l'impression qui ressort, c'est un peu l'idée d'une injonction contradictoire quand même. C'est un terme que je reprends à l'une des questions. Hein. Injonction contradictoire pour les INSPE entre toutes les dimensions qu'on a évoquées. Est-ce que vous partagez, Guillaume, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va quand même dans le bon sens ? Non, moi, je ne pense pas que ce soit des injonctions contradictoires. Je pense juste que le métier d'enseignant évolue et qu'il faut accompagner et les enseignants, donc déjà d'ailleurs titulaires, et ceux qui veulent l'être vers ces évolutions. Donc, ça ne me semble pas du tout contradictoire d'arriver à faire ça avec des socles disciplinaires qui restent importants. Voilà, enfin, toutes les choses qui ont été dites. Moi, j'ai trouvé cette conversation extrêmement intéressante. La question qu'on a aussi à se poser, je pense, c'est qu'il faut des aptitudes pour être enseignant, il faut avoir envie, il faut avoir un niveau académique élevé, sanctionné par un master avec beaucoup d'exigences, etc. Et donc, il faut aussi attirer les meilleurs vers ces métiers. Donc, il faut s'en donner les moyens. Et ça, il faut s'en donner les moyens vis-à-vis des élèves et des étudiants en master. Et puis, il faut aussi s'en donner les moyens vis-à-vis de ceux qui veulent, dans un second temps, ça a été dit je crois par Isabelle, donc intégrer aussi donc, ces nouveaux métiers, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'une carrière d'enseignant. On a des enseignants qui débutent leur carrière en étant enseignants puis qui la quittent. On a d'autres
qui débutent leur carrière en faisant un autre métier et qui intègrent donc cette profession. Et donc, c'est tout cela qu'il faut accompagner. Donc, je crois que il faut faire attention au modèle unique, il faut faire attention aux idées reçues aussi. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que quand on a un problème dans beaucoup d'universités concernant des aspects qui sont des aspects pédagogiques, voilà, on est confronté à des difficultés de faire passer un certain nombre de savoirs, on se tourne vers les INSPE. Pour les universités qui ont la chance d'avoir un INSPE à leur sein, et même, je pense, pour les autres, ce qui veut dire que les INSPE sont à l'heure actuelle des laboratoires donc, qui travaillent donc, sur ces évolutions qui sont ces évolutions fortes et sont aussi en capacité d'apporter des solutions. Donc ça, c'est le premier point, hein, je crois. Donc moi, je ne veux pas opposer donc, les composantes entre elles dans une université. Et je ne veux pas opposer les tenants, on va dire, de l'excellence disciplinaire versus la professionnalisation. Alors, c'est aussi un peu nouveau dans nos universités hein, de faire travailler ensemble. Voilà, des composantes qui peuvent être de nature très différente. Mais je crois que le challenge à relever est important. Je crois qu'à l'heure actuelle, tout le monde conçoit qu'il faut renforcer l'accompagnement donc, des enseignants tout au long de leur carrière. J'ai vu parler dans le chat de coaching, etc. Alors moi, j'aime pas trop le mot coaching parce qu'on a l'impression presque que c'est comme si on allait faire du sport en fait et qu'on accompagne un enseignant de la même façon. Je crois que c'est pas la même chose. La même chose, c'est le forcer à se poser les questions et puis être capable de l'accompagner donc dans des difficultés. Tous les élèves ne sont pas les mêmes. Certains enseignants sont en vraie difficulté. Ça a été dit par Alain Frugière, il ne faut pas le sous-estimer non plus. On a des abandons donc très rapides après avoir obtenu le concours de très bons étudiants. Il faut aussi se poser ces questions de la préparation réellement à la confrontation avec les élèves, y compris dans des conditions difficiles. Et puis, derrière, je crois que l'enjeu qui est important, pour moi, c'est qu'on s'est fixé des objectifs sur des classes d'âge titulaires du baccalauréat, et puis maintenant titulaires d'un diplôme de premier cycle, 60% d'une classe d'âge. Tout ça, c'est parce qu'on voit bien derrière que l'élévation du niveau d'études, c'est l'enjeu pour affronter aussi les transitions qu'on a à vivre dans le monde de demain, etc. Et que la formation des enseignants dont on parle, qui est plutôt celle des professeurs des enseignants du second degré, des conseillers d'éducation, c'est un enjeu extrêmement important pour les universités parce que c'est la garantie d'élèves qui réussissent et qui arrivent dans nos universités avec les bagages requis pour aussi réussir leurs études supérieures. Donc on est dans cette réflexion-là, donc également d'un système éducatif qui a vraiment besoin de se poser ces questions, qui a vraiment besoin, je pense, de nos universités pour relever ces challenges, notamment dans la formation continue et dans les deuxièmes carrières. Et je crois que nos INSPE, mais aussi nos autres UFR, ainsi que l'ensemble de nos unités de recherche, parce qu'il ne s'agit pas de recherche en sciences de l'éducation, hein, il s'agit de recherche pour l'éducation, de recherche en éducation. Et ça s'applique à tous les secteurs disciplinaires, donc cette réflexion-là. Donc c'est vraiment l'enjeu de la réussite au niveau national, en tout cas. Et je crois qu'il faut que derrière l'État prenne réellement en compte ce challenge et regarde si à l'heure actuelle et nos universités et nos établissements ont les moyens donc, de relever ce challenge. Moi, je crois qu'en tout cas, il faut investir pour que l'on puisse arriver ensemble à ce résultat. Et donc, ça serait peut-être un petit peu, moi, le mot que je veux faire passer, l'éducation, l'élévation du niveau de connaissance. C'est aussi la garantie d'avoir une société qui réussit demain. Ça nécessite un investissement. Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, je crois que c'est le message qu'il faut faire passer. On en est maintenant à cette étape-là. On ne réussira pas sans que l'État investisse pour la formation des enseignants et pour la formation des élèves. Vous avez bien ouvert le moment de conclusion. Merci, parce que malheureusement, le temps file. Peut-être un dernier tour de table assez bref sur justement ces enjeux ou ces défis qui vont arriver aussi dans la perspective du prochain quinquennat. Peut-être Isabelle, pour commencer. Voilà, s'il y avait dans tout ce qu'on a évoqué, ou même pour sortir un peu de ce qu'on a évoqué, voilà un enjeu dans cette formation des enseignants qui vous vient à l'esprit.
Alors, il y a un enjeu, comme on l'a vu, de sortir des silos, hein, de travailler sur l'interdisciplinaire et d'ouvrir les INSPE, elles le font déjà, hein, mais encore plus à l'interdisciplinaire, que la recherche ne soit pas, que la pédagogie ne soit pas le parent pauvre de la recherche, ce qui est quand même à l'université le cas, il faut le dire. Peut-être accepter aussi que c'est des métiers, comme on l'a dit, tout au long de la vie et d'avoir des apports de l'extérieur. Alors, vous n'aimez pas le mot coaching, mais je crois que ces notions de supervision, elles sont formidables et elles sont intéressantes. On les voit dans beaucoup de métiers. Je crois que beaucoup d'enseignants aimeraient le soir ou quelquefois en fin de semaine ou en fin de mois avoir la possibilité d'être supervisés par des personnes qui les aident. Quand je parle de supervision, échanger sur leur pratique. Voilà, la question qui se pose, c'est les moyens. Ce sont les moyens. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir quand même se dire qu'on ne peut pas travailler que dans la gratuité, la pauvreté. Mes parents étaient enseignants et ils me disaient toujours la grande pauvreté du corps enseignant, voilà, riche de ses savoirs, riche de ses vacances, riche de beaucoup de choses, mais il y a un moment, je crois qu'en 2022, il faut arrêter avec ça et qu'on a besoin de moyens pour former et puis tout simplement pour avoir des beaux lieux d'éducation et de formation. Et ça, je crois qu'on ne peut pas y couper. Il va falloir trouver des solutions. Olivier Molini, de votre point de vue, un enjeu central? Si je devais résumer, je dirais que pour moi, ce qui est vraiment fondamental, c'est le lien entre professionnalisation et universitarisation de la formation des enseignants. Dans certains endroits, c'est acquis. Peut-être que dans d'autres, ça n'est pas tout à fait. Et alors que l'universitarisation, c'est la seule façon de faire de la formation des enseignants une formation autonome qui n'est justement pas subordonnée à des alternances politiques, par exemple, à des choix idéologiques qui disqualifient une profession. Et donc là, je crois que je ne sais pas comment le vivent mes collègues de l'intérieur. Enfin, je connais pas mal de collègues de l'intérieur en France qui le vivent plus ou moins bien, mais ça reste une lutte de légitimer la formation des enseignants à l'université. Et il me semble que moi, j'ai pris la prise de position des INSPE un peu pour ça aussi, parce que c'est une expérimentation qui a commencé il y a un certain temps et qui va normalement prendre encore beaucoup de temps jusqu'à ce qu'elle soit régularisée. Et si chaque fois qu'une décision se prend dans une INSPE qui déplaît à quelqu'un, on en profite pour dire que la formation des enseignants n'a rien à faire à l'université. Ça, c'est typiquement ce que ne font pas les pays qui travaillent sur le temps long et puis qui savent que universitariser la formation des maîtres, c'est un projet à long terme qui demande un engagement considérable à la fois de la profession enseignante, qui doit faire confiance à l'université et à la recherche, mais aussi à l'université et à la recherche, qui doivent, eux, s'approcher de la profession enseignante sans lui demander à elle de faire tout le trajet. Et cette logique de co-ajustement, je pense que c'est quelque chose dans laquelle nous sommes tous impliqués, quels que soient les pays dans lesquels nous travaillons. Confiance, stabilité. Alain Frugière, un mot de conclusion après tout ce webinaire? Oui, pour faire très simple, je crois que tout a été dit. L'objectif, c'est d'assurer la réussite des élèves. On est tous là pour cela. Guillaume l'a dit tout à l'heure. Notre objectif premier est la réussite de tous les élèves dans leur diversité. En compte, on sait bien qu'on connaît bien les logiques sociales, on connaît bien une forme de déterminisme, mais notre rôle, je crois, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est volonté de faire, pour essayer de transformer les choses, de faire en sorte que les élèves réussissent toutes et tous. Alors pour cela, effectivement, nous, notre proposition, elle est simple. Elle est l'idée que la formation des enseignants, des CPE, psychologues, est une des clés de la réussite. Elle n'est pas la seule, on l'a dit, les salaires, la place dans la société, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est un élément. L'élément central, c'est-à-dire que pour former les enseignants, c'est un vrai métier. Si ça peut être une vocation, c'est un vrai métier. Donc, on doit être formé, on doit être formé à l'université, on doit être formé à l'université sur un temps long. On doit commencer en licence, on doit se faire poursuivre en master, se continuer après l'obtention du concours. C'est vraiment un élément clé aussi. S'il y a une continuité, une progressivité. Il faut également rendre lisible, effectivement, le parcours de formation pour les étudiants. Il faut qu'un étudiant qui souhaite devenir enseignant jeune sache quelle est la voie normale pour le devenir, s'il n'empêche pas les passerelles. Bien évidemment, il y a des secondes carrières, on en a peut-être parlé, mais c'est important aussi, c'est un public important. Ils sont souvent des collègues, on en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à 20-25% dans les promos.
donc de gens extrêmement compétents, qui doivent aussi être formés, qui sont extrêmement bénéfiques. Donc tout ça, c'est important. Je conclue peut-être par ce que disait Guillaume, qui me semblait essentiel, c'est-à-dire que le choix de l'État, c'est de mettre l'argent, le paquet sur la recherche, la formation, l'éducation, la culture. Je crois que c'est un peu ça. Si on veut penser à l'avenir du pays, ça devrait être une priorité absolue. C'est malheureusement pas suffisamment, de notre point de vue, dans le débat actuellement de la présidentielle. Mais voilà, je crois que l'avenir du pays, il est là. Il est dans ces petites-là. Je ne sais pas comment dire, dans ces éléments-là. Voilà. Merci. Merci à tous les quatre. Merci Martin pour cette co-animation. Un salut particulier puisque ce webinaire avec les INSPE s'inscrit dans un cadre régulier à nos complices Anne-Lise Roturo et Mario Cotron avec qui nous avons fait avancer tous ces différents webinaires, avec qui c'est toujours très bien préparé grâce à eux aussi. Merci à vous pour votre participation, vos questions, vos réactions. Replay très vite sur la chaîne YouTube de Campus Matin, avec articles également à la clé dans les tout prochains jours sur notre site Campus Matin. Dans 10 minutes démarre un débat sur le décrochage et comment l'éviter en recherche, le décrochage de la France en recherche, avec un très beau plateau également à 11h30. On aura ensuite fini pour cette demi-journée de webinaire. Et demain, c'est Sorbonne Université, le programme pour le quinquennat à venir pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. On se réjouit de vous y retrouver sur place ou à distance. À très bientôt et merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Et au revoir. Au revoir.